9 volontaires, de l'eau à 7 degrés. Bienvenue au camp de survie en eau froide. Neuf volontaires déterminés, venant des 4 coins du pays, ont accepté d'affronter l'eau glacée et d'apprendre à survivre à une immersion accidentelle en eau froide. Bonjour et bienvenue au camp de survie en eau froide. La meilleure façon de se rendre compte de ce qu'est l'immersion en eau froide, c'est de s'y mettre. Nous allons donc vous donner de l'équipement. Allez vous changer et vous allez tous aller vous baigner. Bonjour, je m'appelle Henri-René de Cotteret et je vous souhaite la bienvenue au camp de survie en eau froide. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons voir pourquoi les gens meurent en eau froide. Pourquoi l'eau froide emporte des vies tous les ans, année après année. C'est que la plupart des gens ne comprennent tout simplement pas les effets de l'immersion en eau froide. Alors écoutez bien, cette émission pourrait vous sauver la vie. Pendant que nos stagiaires vont à l'eau, voici quelques données dures et froides. Une étude récente de la Société de sauvetage sur les statistiques de noyade révèle que pour les plaisanciers, 60% s'étaient noyés dans de l'eau à moins de 10 degrés et 34% dans de l'eau dont la température se situait entre 10 et 20 degrés. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que 43% des victimes se trouvaient à moins de 2 mètres d'un objet qui les aurait sauvés. La grande majorité, soit 90%, ne portait pas de gilet de sauvetage. Une étude du Conseil canadien de la sécurité nautique a déterminé que certaines personnes disent ne pas porter de gilet de sauvetage parce qu'elles sont près de la rive ou qu'elles estiment qu'elles pourraient le mettre dans l'eau s'il le fallait. Et la plupart, ont répondu qu'elles n'en avaient pas besoin parce qu'elles savaient nager. Bon, comme nos stagiaires vont le découvrir, dans de l'eau à 6 degrés, aucune de ces raisons ne tient la route. Un à un, nos volontaires ont entrepris de se lancer dans l'eau dans le but d'évaluer leur réaction à l'immersion en eau froide alors qu'ils tentaient de rejoindre la rive à la nage. La plupart ont eu à subir l'effet du souffle coupé et ils ont dû travailler dur pour reprendre le contrôle de leur respiration. Puis, la fatigue aidant, leur difficulté à nager a fait que les nageurs sauveteurs sont intervenus pour les aider à regagner la rive, où ils ont été transportés dans des tentes pourvues d'équipements d'urgence. Le cas des gens qui ont abandonné rapidement est intéressant parce qu'ils se seraient noyés s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour les sauver. Mais ils n'étaient pas, d'un point de vue médical, en état d'hypothermie et leur température n'avait pas beaucoup baissé. Leur seul problème, c'est que leur tissu musculaire était refroidi et ne fonctionnait plus. Mais une fois sortis du bateau, et après 1 minute ou 2 à pouvoir se réchauffer, il y en a plusieurs qui ont pu se lever et marcher du bateau à la tente parce que leur température n'avait pas tellement baissé. C'est simplement qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Nous avons aussi remarqué chez un ou deux qu'après un peu de repos en compagnie du sauveteur, ils voulaient nager encore et qu'ils y arrivaient pendant un petit moment. Mais ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'on ne peut pas se reposer et qu'on n'a pas le temps d'extra. Et à mesure qu'on se fatigue, on ne peut plus nager et ensuite, on se noie. Bon, comment ça va tout le monde? Vous avez aimé votre baignade? Moi, j'ai passé une très bonne journée. Après avoir été séché et réchauffé, Dr. Gisbrecht a invité les volontaires à le retrouver en classe pour qu'ils comprennent ce qui venait de leur arriver et qu'ils obtiennent de l'information sur l'immersion en eau froide afin de se préparer en vue d'une prochaine expérience. J'ai une bonne question pour vous. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour tomber en état d'hypothermie dans de l'eau à la température d'aujourd'hui? Nous avons fait un sondage auprès de 661 personnes à des séminaires portant sur le froid. Ces gens avaient donc déjà un parti pris puisqu'ils s'intéressaient au sujet. On leur a demandé en combien de temps une personne portant des vêtements d'hiver va-t-elle tomber en état d'hypothermie. Je sais que c'est un peu différent du contexte actuel, mais le concept est similaire. Et comme on le voit, 50% ont répondu en moins de 5 minutes juste pour devenir hypothermique. Cette petite barre ici est importante parce que voilà la bonne réponse, 1 demi-heure ou plus. C'est pourquoi nous avons mis au point un système pour se souvenir des 3 phases et pour retenir ce graphique.
Nous l'appelons la règle du 1-10-1. La première phase, évidemment, c'est de ne pas paniquer parce que vous avez 1 minute pour prendre le contrôle de votre respiration. Vous disposez ensuite de 10 minutes de motricité utile et d'1 heure avant que l'hypothermie vous fasse perdre conscience. Bon, ces chiffres sont pour de l'eau à 0 degré, donc si elle est à 5 degrés comme aujourd'hui, vous aurez un peu plus de temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut survivre longtemps en eau froide si on porte un gilet de sauvetage. Donc, la règle du 1-10-1. La première partie de la règle, c'est que vous avez 1 minute pour prendre le contrôle de votre respiration. Alors, pour faire face au choc dû au froid, il va falloir faire 2 choses. Tout d'abord, il ne faut pas paniquer. En deuxième lieu, il faut faire le maximum pour survivre pendant la première minute en prenant le contrôle de sa respiration. Une fois que vous aurez réussi, les choses iront mieux. Vous avez tous dit, sous une forme ou une autre, « J'ai eu beaucoup de peine à contrôler ma respiration, mais après ça, c'était encore difficile, mais j'arrivais à nager un peu mieux. » Maintenant, le deuxième effet, la perte de motricité due au froid. La plupart d'entre vous en avaient fait l'expérience. Quand on a les mains gelées, elles ne fonctionnent pas bien. À mesure que les muscles et les nerfs refroidissent, ils fonctionnent moins bien. Considérez les éléments suivants. Tout d'abord, vous disposez de 10 ou peut-être 20 minutes de motricité utile. Ensuite, on devient plus faible et à partir de là, il faut se préparer à la possibilité que l'on ne pourra plus rien faire pour soi-même. Alors, comment peut-on minimiser la perte de motricité provoquée par le froid? De toute évidence, il faut éviter de tomber à l'eau et il faut sortir de l'eau le plus rapidement possible si cela arrive. Si on ne peut pas, alors il faut sortir la plus grande partie possible de son corps de l'eau en s'accrochant à l'embarcation si elle est chavirée ou en s'assoyant dedans même si elle est pleine d'eau. Cela peut vous permettre de garder une grande partie de votre corps hors de l'eau si vous devez attendre. Maintenant, si on survit à la phase initiale et à la phase intermédiaire, le choc dû au froid puis la perte de motricité, et qu'on n'a pas été secouru, mais qu'on peut garder la tête hors de l'eau parce qu'on porte un gilet de sauvetage, on va entrer dans la troisième phase, c'est-à-dire l'hypothermie. Et je vous rappelle qu'il faut au moins 30 minutes, voire 1 heure, même dans de l'eau froide, de l'eau glacée. Donc, le message adressé à nos stagiaires est clair. Si l'on tombe dans de l'eau froide, il faut d'abord garder la tête hors de l'eau et reprendre le contrôle de sa respiration avant toute autre chose. Et si l'on y arrive assez rapidement, les chances de survie s'en trouveront grandement améliorées. Et une autre chose que nos stagiaires ont apprise, c'est que même si l'on est un champion de natation, l'élément clé pour survivre à une immersion accidentelle en eau froide, c'est de porter son gilet de sauvetage avant de se retrouver dans l'eau. Une excuse que beaucoup de gens emploient pour ne pas porter du gilet de sauvetage est que s'ils se retrouvaient à l'eau, ils pourraient en mettre un. Alors nous avons demandé à tous nos stagiaires d'essayer, et même s'ils ont tous réussi, ils ont tous eu de la peine à y arriver. Aujourd'hui, nous avons demandé à nos stagiaires de faire plusieurs tests. Des tests de vitesse de mouvement, des tests de force, embarquer dans un bateau et se servir d'une radio. Ils se sont tous assez bien débrouillés au début, et nous avons recommencé 20 minutes plus tard. Ils y sont tous plus ou moins arrivés, mais ils ont tous dit, et cela était évident, que leur mouvement était très pénible, qu'il leur fallait plus de temps et qu'ils ont travaillé très fort. Mais certains même n'ont pas réussi à remonter dans le bateau. Deux de nos volontaires, Éric et Antoine, sont demeurés en eau froide dans le but de subir les effets d'une faible hypothermie. Il a fallu environ 1 heure pour que les effets se manifestent clairement et que les équipes de sauvetage interviennent. Éric avait passé presque 1 heure dans l'eau et quand on l'a finalement ramené au quai, le comprimé télémétrique de température qu'il avait ingurgité indiquait que sa température centrale avait baissé d'à peine plus d'1 degré Celsius. On a enveloppé Éric et on l'a amené à la tente de réchauffement rejoindre son copain hypothermique Antoine. Antoine, qui est plus mince, avait subi, après 53 minutes dans l'eau, une plus grande baisse de température d'environ 2,5 degrés Celsius. Nous avons fait une autre comparaison intéressante aujourd'hui. Nous sommes sortis avec Ryan, Chris et Alice. Chris et Alice portaient un gilet de sauvetage, mais pas Ryan, et ils ont nagé ensemble.
Ryan a mieux fait que lors de sa première expérience de nage en eau froide, suivi de près d'Alice et Chris, pourvus de leur gilet de sauvetage. Cependant, on a pu observer que Ryan s'affaiblissait rapidement et il a dû être retiré de l'eau ambiante à 6 degrés. Alice flottait toujours, mais ne pouvait plus aller plus loin, et c'est avec soulagement qu'elle a retrouvé les bateaux de sauvetage. Toutefois, une chose avait été établie. Elle aurait été en mesure de survivre beaucoup plus longtemps grâce à son dispositif de flottaison, soit de l'hypothermie à la perte de conscience et à un éventuel sauvetage. Pour ce qui est de Chris, contrairement à ses 2 minutes et demie de nage la première fois, il a pu contrôler sa respiration et nager avec assurance vers la rive. Il a pu nager sur une distance impressionnante en 23 minutes avant d'être tiré à bord d'un des bateaux. Je pense que le camp de survie en eau froide a vraiment fait la démonstration des 3 phases de l'immersion en eau froide. Nous avons vu plusieurs fois le choc du eau froid, nous avons vu plusieurs cas de perte de motricité et 2 personnes ont atteint l'hypothermie. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'elles deviennent hypothermiques. Cela confirme bien la règle du 1-10-1. On a 1 minute pour prendre le contrôle de sa respiration. Ne pas paniquer. On a 10 minutes de motricité utile ou peut-être 20 dans cet aussi. Et ensuite, on a 1 heure ou peut-être 2 dans ce cas-ci avant de perdre conscience à cause de l'hypothermie. Mais évidemment, on ne peut se rendre là que si on porte un gilet de sauvetage. Si on n'a rien pour nous faire flotter, on va assurément mourir pendant les 2 premières phases. Et quand cela vous arrivera, votre température sera parfaitement normale. C'est sûr que mon expérience au camp de survie en eau froide va beaucoup changer ma perception là, des activités nautiques, surtout près de l'eau froide. Je me suis rendu compte que la vie humaine était très fragile là, face à l'eau froide comme ça. Puis en même temps, je me dis que l'organisation d'un tel événement est important, puis il faut que tout le monde prenne conscience des dangers que représente l'eau froide. Si en ayant fait tout ça, on peut juste sauver une seule vie, mais je crois que ça aurait valu la peine en fin de compte. Si vous ne mettez pas votre veste de sécurité, si vous vous asseyez dessus ou vous la mettez à côté, puis vous tombez dans l'eau puis vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas la dextérité puis vous n'aurez pas la chance de sauver votre vie. Prenez les mesures nécessaires pour éviter de tomber dans de l'eau froide, mais préparez-vous au cas où cela arriverait par des mesures simples, comme comment se sauver soi-même ou comment appeler à l'aide. Et savoir quoi faire dans ces premières minutes critiques, cela pourrait bien faire la différence entre devenir une statistique ou survivre. Et le message est bien, il est clair, peu importe votre âge, votre forme physique ou votre compétence en tant que nageur, la meilleure manière de rester en sécurité sur l'eau, n'importe quel plan d'eau, c'est de porter votre gilet de sauvetage.